Ok. Donc, bienvenue à tous à cet atelier organisé par l'INSEAD Alumni Association France sur le thème de quel leadership en fait pour bien gérer la reprise. Ce workshop fait suite à un autre workshop qu'on avait organisé sur en fait comment bien gérer la crise et comment sortir de la crise selon la méthode effectuale. Et en dehors de la méthode elle-même, quelle est la personnalité, qu'est-ce qui est attendu d'un dirigeant pour bien reprendre, en fait, pour bien passer cette période de crise et aller au-delà. Ce sera le thème plutôt de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais partager mon écran. En fait, je vais partager, hop, si ça marche, c'est toujours la technologie. Voilà, nous sommes là. Donc, quel leadership pour réussir cette reprise? Et tout de suite, je vous pose la question, qu'est-ce qui est pour vous un bon leader? Alors, vous avez une question. Donc, lors d'une crise, un leader devrait savoir 3 choses. En fait, un choix de multiples que vous avez, mais vous pouvez aller jusqu'à 3 choix différents. Selon vous, qu'est-ce qu'un leader devrait avoir pour bien gérer une reprise? Nous sommes à 14 sur 17. Il y a peut-être 15. C'est bon. « 15 réponses, on s'arrête là. OK. Alors, est-ce que vous voyez les réponses s'afficher? Donc, première réponse, rassurer, 67%. La deuxième en ordre qui vient, je pense, c'est écouter, 60%. Et ex aequo, 60%, savoir aussi décider. Et ben, je pense que c'est pas très loin de ce que d'autres sondages ont donné. Je vais vous passer une deuxième question tout de suite. Et la prochaine question. Qu'est-ce qui caractérise un bon leader? Et là aussi, vous avez 3 choix possibles. À vos clics. Nous sommes à 15 réponses sur 19. 16. C'est bon. Allez, c'est bon. On peut partager. Et donc, à 88%, en fait, ce qui caractérise un leader, c'est visionnaire. Pareil, ça correspond typiquement au sondage. Être un bon meneur et avoir un comportement exemplaire, 63% pour chacune de ces 2 réponses.
effectivement, on est plutôt dans un visionnaire qui sait conduire son équipe et qui agit de façon exemplaire. Je vous passe dans la foulée une deuxième question. Hop. On passera à la suite. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on attend d'un leader pour la reprise? Et là, il y a en gros deux choix. Accélérer le mouvement, ralentir le rythme, ou ni l'un ni l'autre. C'est bon, nous sommes à 20 réponses. Et je partage avec vous les résultats. Alors, c'est très intéressant. 50% pensent qu'il faut accélérer le mouvement et la moitié pense que c'est ni l'un ni l'autre. Eh bien, on aura peut-être quelques surprises par rapport à ça juste après. Je ferme le sondage. Et je vais passer à la suite. Donc, du coup, si on se pose la question « Qu'est-ce qu'un bon leader ?» ça ne vous surprendra pas. Il y a plusieurs types de leaders. Vous allez voir visuellement, bon, illustrés de différentes façons. Finalement, schématiquement, ça correspond à des styles très différents. Mais qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Pour remettre les choses dans leur contexte, je vais rappeler déjà quel est l'effet de la crise. Parce que quand une crise arrive, ce qui arrive, en fait, c'est que brutalement, on change de phase. En fait, il se passe quelque chose. Et au début, on est tous un peu sous le choc. On ne sait pas ce qui nous attend. Et puis, petit à petit, on commence à comprendre. Donc là, le niveau de stress qui était au maximum commence à descendre. Puis finalement, on réalise qu'il y a des choses en fait, qu'on ne sait pas, mais on ne sait pas encore qu'on ne sait pas. Et puis bientôt, on commence à comprendre ce qu'il faut faire. Donc, je sais ce que j'ai à faire, puis je réalise que finalement, ça ne va pas être évident tout ça. Donc, dans ce cycle de la crise, en fait, le niveau de stress est déterminé par deux choses. Un, c'est le niveau d'anxiété. Et très intéressant, le niveau d'inaction lui-même augmente le stress. Et du coup, un des mécanismes de défense qu'on a pendant une période de stress, en fait, c'est d'aller dans l'action. Parce que quand on est en mouvement, quand on fait quelque chose, on pense moins. Et quand on pense moins, on s'inquiète moins. Et ça génère moins de stress. Donc, c'est un tout petit peu comparable à la fuite en avant. En fait, quand on a un problème, si on se pose et qu'on pense à ça, et même les psychologues ont dit que si on ralentit et qu'on pense trop, on associe forcément le stress, les crises à la mort, vers des choses très profondes qui troublent et qui peuvent venir nous perturber. Pour rappeler aussi ce qu'on avait déjà dit, pour sortir de la crise, 3 phases. La première, c'est une mise à l'abri. Le plus important, en fait, la première priorité, c'est de protéger, soutenir et rassurer. La deuxième, c'est une période de planification. C'est là où on a besoin de réfléchir, d'être un peu plus créatif, et de trouver de l'imagination pour composer avec ce qu'on a, pour faire le meilleur de ce qu'on peut faire pour sortir de cette crise. Et dans la période de redémarrage, il faut de la réactivité, de l'engagement. Plus les équipes sont engagées, plus on va leur demander de faire un effort adapté et de se dédier à l'entreprise. Et bien sûr, montrer par l'exemple, c'est une priorité. Je reviens à cette phase de planification, parce que dans cette phase de planification, il faut 2 choses. Faire preuve de curiosité, c'est-à-dire élargir au maximum les options qu'on a, mais aussi de sagesse, afin de pouvoir faire les bons choix, c'est-à-dire faire le tri entre le champ peut-être très vaste du possible, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place pour que ça ait du sens pour nous dans l'écosystème de l'entreprise et de ce qu'on est capable de faire. Et pour le redémarrage, 2 points importants, réactivité, donc il faut être vraiment super agile, et engager les troupes pour qu'on puisse obtenir le meilleur résultat. Or, comment on va faire donc cette réactivité nécessaire partant de grandes incertitudes?
va prendre en compte plusieurs paramètres. Pratiquement au jour le jour, sinon à la semaine, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il faut redéfinir une stratégie en fonction des critères multiples qui vont changer d'une façon très fréquente. Alors ça donne un truc assez complexe, je passe vite parce que vous allez voir, c'est assez compliqué, mais finalement, chacun des éléments est à prendre en compte. Est-ce qu'on va être dans le même type d'activité ou est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'on va faire des produits ou services identiques à ce qu'on faisait avant ou est-ce qu'il faut réinventer quelque chose de complètement nouveau? Pareil pour le business model. Est-ce que mes clients sont là? Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est des clients différents? En fonction de marketing-vente, quelle est la bonne stratégie qui fonctionne? Et tout ça va changer avec plein de paramètres. Est-ce que mes fournisseurs sont disponibles? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont en rupture de stock? Est-ce qu'ils vont pouvoir m'assurer ce que j'attends dans les délais? Tout ça dans un contexte de contraintes nouvelles, avec de nouvelles normes à la fois de sécurité, des normes d'hygiène, des normes légales. Pour les ressources humaines, est-ce que les gens eux-mêmes sont disponibles? Est-ce qu'ils sont sur site? Est-ce qu'ils sont en télétravail? Au niveau des locaux et des bureaux, que ce soit des locaux commerciaux ou un lieu de travail administratif, est-ce qu'on est ouvert? Est-ce que les transports fonctionnent comme il faut? Est-ce qu'on a les bons équipements? Tout ça va varier, sans doute pas en même temps, pas de la même façon, et il faudrait s'ajuster, adapter d'une semaine à l'autre. Donc, c'est ce que j'appelle cet environnement de grande incertitude qui nécessite une agilité, une adaptation extrêmement souple. L'engagement des employés, encore un point qui n'est pas nouveau. Si on reprend les statistiques de Gallup que vous avez sans doute sûrement vues et revues plusieurs fois de différentes façons, si on mesure le niveau d'engagement des salariés, dans la moyenne des entreprises un peu partout dans le monde, on va dire, de l'Ouest, on a 16% de salaires d'employés qui sont engagés. On a 69% de salariés désengagés. Et pour ceux qui ne connaissent pas le reste et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et ben, curieusement, on a des salariés qui sont activement désengagés. C'est ceux qui vont déployer de l'énergie pour empêcher les autres de faire leur boulot parce qu'ils ne sont pas contents au travail. En fait, en gros, c'est à peu près ça. Ce qui fait quand même 84% des salariés qu'on peut considérer comme non engagés. Alors, c'est sûr, ce n'est pas la même moyenne ou les mêmes statistiques qui s'appliqueraient à des entreprises entrepreneuriales. On sait bien que les entrepreneurs fonctionnent un peu différemment des grands groupes et qu'une grande capacité, je mets même un atout des entrepreneurs, c'est qu'ils ont tellement mis de leur âme, de leur ADN, de leur valeur dans l'entreprise qu'ils arrivent à des niveaux d'engagement de loin supérieurs à cela. Mais n'empêche que ça reste toujours un défi. Comment je fais, par temps difficile, de renforcer l'engagement des salariés pour aller encore plus loin? Et là, souvent, la réponse, c'est oui, il faut les payer plus, les primes, les bonus, etc. Bien sûr, il faut les payer correctement, mais à titre de rappel, les travaux de Dan Pink qui ont largement étudié les sujets de motivation, ils restent sur son triptyque: autonomie, maîtrise et sens. En gros, pour motiver et engager les salariés, il faut leur laisser un champ de liberté qui est cet espace d'autonomie pour leur laisser le choix de quelques décisions qui resteraient dans leur giron. Plus on en donne, plus ça motive. La maîtrise, c'est quelque part l'encadrement, l'apprentissage. Plus on s'améliore à ce qu'on fait, plus c'est motivant, plus ça donne envie d'en faire plus, et du coup, plus ça engage. Et le troisième, c'est donner sens à ce qu'on fait. Typiquement, le bâtisseur qui empile des briques. À l'un, on demande ce qu'il fait, il dit ben, tu vois bien, j'empile des briques. Au deuxième, il dit je suis en train de construire un mur. Et pour le troisième, l'histoire de la cathédrale, ah ben, c'est formidable, on construit la plus haute cathédrale du monde. Elle ne sera pas finie de mes jours, mais c'est quelque chose qui motive, qui donne du sens à ce que je fais. Repris dans des statistiques des études encore plus récentes, quand on voit la nouvelle génération qui arrive sur le monde du travail aujourd'hui, et c'est la génération d'aujourd'hui ou de demain, mais on y arrive très vite, 71% des millennials sont en quête de sens au travail, donc c'est un vrai défi de donner du sens à ce qu'on fait. Et plus fort encore, 47% sont prêts à accepter un salaire moindre pour un job qui apporterait plus de sens à ce qu'on fait. Donc cette quête de sens est devenue vraiment un sujet. Je pense qu'on maîtrise beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde des entreprises en matière de processus, de façon de faire, mais impliquer
engager et motiver les salariés va rester probablement un des plus grands challenges et celui des leaders, en tout cas, si on parle de leadership, c'est bien le leadership par rapport aux gens, aux personnes. Et c'est ça le défi qu'on va traiter essentiellement aujourd'hui. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Alors, vos micros sont coupés, mais vous pouvez chacun désactiver son micro pour poser une question. À moins qu'il y en ait, je n'ai pas vu dans le chat, non. Alors, quand il n'y a pas de questions, j'arrête. Pas de questions. C'est surprenant. Un commentaire, un partage d'expérience. Est-ce que quelqu'un peut témoigner, par exemple, sur le défi d'engagement des salariés? Qu'est-ce qu'on a fait qui marche? Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas si bien fonctionné? Joe, moi j'ai un commentaire, c'est plutôt, tu ne parles pas de compassion. Et comment tu vois la notion de compassion dans le leadership? Alors, j'en ai pas parlé encore. C'est pas parce qu'il ne faut pas de compassion. Je pense que c'est primordial de montrer de la compassion. Là, ce que j'ai partagé jusque-là, c'est ce qu'on sait déjà hors période de crise, sur ce qui est important pour engager et motiver les salariés. En période de crise, on a besoin de faire beaucoup plus. Et c'est peut-être dans la suite que tu trouveras, Claude, la réponse à ta question. Bien sûr, compassion, premier, en fait, un des critères majeurs qui va faire que on va engager, motiver et donner envie aux gens de continuer à faire un effort alors que c'est difficile. Encore une question, un commentaire, un échange. Bon, prêt pour la deuxième partie. Alors, finalement, essayons de reprendre plus clairement quel type de leader pour la reprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en période de crise, on a tendance à penser qu'il faut stimuler l'action. En fait, la réalité, c'est que tout le monde est déjà dans l'agitation et ce qu'on attend d'un leader en période de crise, c'est plutôt ralentir l'action. Très intéressant, ça c'est les travaux de Jean-Piero Petriglieri qui a publié là-dessus. Il a deux grandes caractéristiques du leadership. Le premier, c'est le visionnaire, et bien sûr, on a besoin de leaders visionnaires, mais visionnaire, c'est plutôt pour donner le cap et le long terme. On en a besoin, comme quand on navigue, on est sur l'eau, on a besoin du cap pour aller plus loin. En revanche, en zone de danger, quand on a les écueils qui sont proches, bien sûr, il faut qu'on ait toujours un cap, mais le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe pour sortir de la situation à très court terme. Donc, du coup, prendre le temps de se poser, réfléchir pour faire comprendre en fait ce qui est plutôt pertinent et remettre en question nos modèles mentaux, nos réflexes, en fait les schémas qu'on a, les clichés qu'on peut avoir. Parce que si on n'arrive pas à revoir ses propres paradigmes et remettre tout ça en question, on va probablement continuer dans l'action à faire plus de ce qu'on faisait avant, mais pas forcément ce qui est adapté pour sortir de la crise dans une période de grosse incertitude. Alors, comment on l'explique? Du coup, euh, neurophysiologiquement, dans les travaux de surtout David Jock là-dessus, en fait, on montrait comment fonctionne le cerveau et dans un contexte de leadership et de management, on a deux systèmes. Le système sympathique, c'est le système qui va faire une décharge d'adrénaline, donc on va avoir en gros une réaction à la panique. C'est ce qui génère la fuite ou le combat. Quand on est vraiment, c'est vraiment l'homme préhistorique qui est encore en nous. En fait, c'est cette partie du cerveau qui est activée quand on est en période de haute pression. Alors que le parasympathique, c'est exactement l'inverse. C'est la partie du cerveau qui est stimulée quand on est en période de relaxation, de rêve, de digestion. Et c'est ce qui stimule l'imagination. Donc du coup, quand on est dans l'action, c'est le sympathique qu'il faut actionner. Quand on est dans la réflexion, c'est plutôt le parasympathique. Or, en période de crise, on n'a pas besoin de faire plus en matière de quantité ou de vitesse, mais on a besoin de faire plutôt en qualité et en pertinence, d'où cette incitation à prendre son temps, plutôt se reposer,
voire même aujourd'hui prendre un petit temps de repos, réflexion, sans travailler, pour réfléchir au plus large de qu'est-ce qu'il est possible de faire, être imaginatif et créatif, mais aussi avoir la sagesse de revoir les choses et remettre en question ce qu'on fait d'une façon constructive. C'est ça qu'on peut attendre aujourd'hui du leader. Donc du coup, si je reprends les deux caractéristiques du visionnaire et du ralentisseur, on a besoin de charisme pour stimuler tout ce qui est organisation au travail, le fait de restructurer, en fait, de repenser comment on va fonctionner opérationnellement, et pour tout ce qui est organisationnel, comment on engage autour de principes de valeurs, parce que forcément, pour donner de l'autonomie, il faut que les salariés soient alignés sur les valeurs pour qu'ils décident spontanément, que toutes leurs décisions soient cohérentes avec la vision, les valeurs de ce qui est OK ou pas OK pour l'entreprise. Et pour donner du sens à ce qu'on fait, on a plus besoin de cet esprit de sagesse qui est plus dans la réflexion que dans l'action. Du coup, pour aller plus loin, en fait, en temps normal, quand on vise le futur, bien sûr, c'est le visionnaire qui prime. Mais pour la période de crise, quand on est ici, maintenant, dans l'immédiat, le très court terme, et pour éviter les écueils, on a plus besoin de ce côté ralentisseur, apaisement et sagesse. Donc du coup, quand on regarde l'intelligence des leaders, bon, je ne vous dis pas, on est tous chacun avec ses propres limites en matière de personnalité et de comportement. D'un côté, on va avoir des gens qui sont très intelligents, et on ne parle pas d'intelligence de quotient intellectuel, mais plutôt ici de quotient émotionnel, entre des impulsifs ou un leader qui est lui-même dans l'agilité, mais qui est beaucoup plus rapide que tous les autres, donc il va être le seul à partir et les autres vont avoir du mal à comprendre et suivre, ou ce qu'on appelle le caring smart, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui va faire attention aux autres. En gros, quand il y a l'incendie dans l'immeuble, c'est le dernier à être sorti, mais il a fait sortir tout le monde. C'est ce type de leadership, plutôt caring smart, avec une grande composante d'émotion, en fait un grand score en émotion, en quotient émotionnel, qui va être plus nécessaire, cet aspect-là, en fait, en période de crise. Pour ceux que ça intéresse, c'est largement documenté. Pour ceux qui connaissent déjà Myers-Briggs, The Myers-Briggs Company a sorti leur quotient émotionnel 2.0 avec plein de paramètres. Je vous laisse le regarder, vous aurez sûrement les slides pour plus tard, parce que ce n'est pas le but, c'est juste pour dire qu'il y a des tests aujourd'hui qui sont bien documentés, qu'on peut prendre en dehors des tests de personnalité pour évaluer cette intelligence émotionnelle, à la fois dans la gestion du stress, la perception de soi, l'expression individuelle, les relations avec les autres et éventuellement la prise de décision. Et si vous avez écouté la présentation ou l'interview de Manfred Kelz-de-Vries de la semaine dernière, il parlait du leader narcissique. Je passe très rapidement. La seule question, quand tu as posé la question, si on a un leader narcissique, qu'est-ce qu'il faut faire? Manfred a répondu, prenez la fuite et il n'y a rien d'autre. Donc, tout cet aspect de combien je connecte avec les autres et combien je suis capable de faire pour les engager, les comprendre, à la fois en matière de caring, donc je fais attention, je suis bienveillant et je suis dans la compassion, mais je sais aussi prendre des décisions, je sais gérer les situations, c'est ça qui est attendu, donc double défi pour les leaders dans cette période de sortie de crise. Pour reprendre les 7 qualités, du coup, pour résumer qu'est-ce qu'on attend d'un leader, du calme, forcément votre entourage, vos employés, vos clients, vos fournisseurs vont se retourner vers vous. La confiance, les gens comptent sur vous pour traverser les jours et les mois difficiles à venir. La communication, il faut bien communiquer rapidement, je dirais, c'est la meilleure façon d'éviter des rumeurs, à la fois sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on ne va peut-être pas faire, etc. Collaboration, donc faire participer les employés et surtout faire participer les employés à la prise de décision. Il y a des gens qui pensent encore que pour une entreprise de 100 personnes, il y a 10 cerveaux qui fonctionnent et qui savent prendre des décisions pour donner des instructions aux 90 autres. Et pour d'autres, ils croient que c'est l'inverse. Ils pensent que dans une société de 100 personnes, il y a au moins 90, sinon 100 cerveaux, qui sauraient éventuellement contribuer à prendre les bonnes décisions. Le sens de la communauté, donner l'exemple et renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe, parce qu'on est tous ensemble et plus on est solidaire, plus on est dans cet esprit de communauté, mieux ça va se passer. De la compassion, bien sûr, les collaborateurs sont stressés,
ils ont déjà du mal avec leur propre situation. Différence d'attitude entre c'est pas mon problème, il y a des gens qui croient encore que quand on rentre dans l'entreprise, il y a une espèce de portique qui doit aspirer et mettre de côté tout ce qui est ressenti, émotions, sentiments et problèmes personnels pour ne rentrer que dans le monde de l'entreprise. Et ben, malheureusement, on sait que c'est pas vrai. On a chacun ses propres préoccupations, ses soucis, ses problèmes. Et plus on va aider ses collaborateurs à régler leurs propres problèmes, mieux tout le monde va se porter au niveau de l'entreprise et plus l'entreprise va être performante. Et puis finalement, il faut du courage. Pourquoi du courage? Parce qu'il y a des décisions qui vont être compliquées à prendre de toute façon et on attend d'un leader de prendre des décisions et on va avoir des conversations parfois difficiles à avoir, des conversations avec des fournisseurs, des conversations avec des clients, mais peut-être aussi avec des collaborateurs parce qu'ils ne font pas là, parce qu'ils ne jouent pas le jeu correctement. Tout ne va pas être facile. Donc tout ça, encore une fois, on va jongler avec toutes ces balles à la fois pour être un bon leader, pour reprendre et redresser l'entreprise rapidement. Un autre moment pour d'autres questions. Claude, est-ce que j'ai répondu déjà à ta première question sur la compassion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque que tu avais peut-être en tête, toi qui connais bien le sujet? Non, je trouve que le 7C, c'est très utile. Autre question. Un échange d'expérience pour ceux d'entre vous qui ont eu à déjà gérer cette première phase de la crise. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile ou de plus compliqué? Je pense de dire ce qu'on ne sait pas. De dire qu'on ne sait pas. Oui. Le fait d'avouer qu'on n'est pas dans le savoir ou la maîtrise de la situation. C'est très intéressant parce que c'est un... Pardon, Benoît, je donne la parole dans 2 secondes. En fait, on attend parfois, et c'est parfois très culturel, que le leader soit le sachant, qui sait tout et qui a une réponse à tout. Et du coup, ça met parfois des leaders dans la posture de ne pas vouloir admettre quelque part leur ignorance. C'est pas qu'ils soient ignorants sur tout, mais qu'ils soient ignorants de la réponse du moment. Et un des points critiques qui a été décrit, je ne l'ai pas mis dans cette présentation aujourd'hui, c'est que la bonne attitude de leader, c'est de savoir demander de l'aide. Mais demander de l'aide, c'est pas avouer une défaite et être complètement paumé et perdu. C'est au contraire savoir très clairement à quoi on est bon, qu'est-ce qu'on sait faire. Et là, on ne se pose pas de questions, mais déterminer aussi clairement aussi où est-ce qu'on a des insuffisances, où est-ce qu'on ne sait pas, et demander de l'aide là où on pense ne pas pouvoir maîtriser la situation, mais très spécifiquement et de façon ponctuelle. Une autre question. Non, Benoît, j'avais juste, pour moi, ce qui a été le plus dur là, par rapport à ce début de gestion de crise, c'était justement de se calmer. J'aime bien le chaos dans le sens de sortir le plus vite du chaos. Et ce sentiment d'urgence que j'ai été obligé, je dirais, de restreindre pour justement donner le temps à mes équipes aussi justement de digérer tout ça en fait. Et moi j'aurais voulu aller plus vite que ça au départ pour dire bon allez, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on pivote, etc. Et donc j'ai compris aussi qu'il fallait, parce que je sentais que mes équipes elles réagissaient pas en fait, ou elles étaient un peu sous la sidération. Et en fait voilà, ce besoin de rassurer, de calmer le jeu, pour que tout le monde se remette après en mouvement. Voilà. Ça, c'était compliqué pour moi au départ. Merci pour le témoignage. Et du coup, est-ce que ça a été bénéfique? Oui, si ce n'est... Oui, je pense, parce que déjà, on a quand même du temps, même si le sentiment d'urgence est là, on se donne du temps. Le temps est bon. Donc oui, c'est bénéfique, c'est clair. En fait, le piège qui vient à la fois d'une espèce de grande, je dirais, d'une intelligence, c'est que les leaders, ils ont compris sans doute avant les autres. Alors, pour plein de raisons. La première, c'est qu'ils ont plus d'informations que chacun des autres individuellement, en général. Mais c'est aussi qu'on n'a pas besoin de se convaincre de la décision, elle a émergé de l'intérieur de son propre cerveau. Donc, du coup, on y croit, on est convaincu, on l'a comprise, celle-là.
Et du coup, le risque, c'est que quand on change de cap pour s'adapter, pour aller dans la bonne direction, on va se retrouver seul à y aller, parce que les autres n'ont toujours pas compris. Ils sont, comme tu l'as décrit, dans la sidération. On se demande encore qu'est-ce qui m'arrive, où suis-je? Est-ce que dans le cycle de crise, en fait, un des points qui était bien décrit, c'est au départ, on ne sait pas ce qui nous attend, puis après, on comprend ce qu'il y a à faire, mais on ne sait toujours pas comment le faire. Et c'est là où il y a ce risque de fracture, en fait, à l'intérieur. Une partie de l'équipe va avoir compris peut-être plus vite que les autres. On se retrouve soit à être parti seul en tant que leader ou avec un petit groupe, et les autres à la traîne, et l'écart va se creuser. Donc, du coup, prendre le temps de mettre tout le monde à niveau pour redémarrer en phase et avoir bien maîtrisé et compris quels sont les enjeux, les écueils, je pense qu'au bout du compte, on aura été plus efficace et on atteindra d'une façon plus certaine, je dirais, le but. Une autre question. Moi, je veux bien, Joe. Bonjour. Bonjour, Hanan. Ça va? Oui, tu disais, Joe, demander de l'aide. Oui. Alors, moi, je suis assez partisane de ça. Le souci, c'est que quand on demande de l'aide ou quand on fait un aveu du fait qu'on ne sache pas ou on risque aussi d'avoir des collaborateurs qui soit se prennent calife à la place du calife ou alors doutent finalement de notre capacité comment dire, à conduire l'entreprise. Oui, c'est très vrai, mais c'est pas pour autant que je recommande de le faire ou que j'y crois personnellement. C'est-à-dire la première recommandation qu'on peut donner à ses propres collaborateurs, c'est que eux-mêmes puissent avouer quand ils ne savent pas et qu'ils aient besoin d'aide, de demander de l'aide. Donc quelque part, demander de l'aide devrait faire partie des valeurs d'une entreprise, parce qu'il n'y a pas pire que prétendre savoir et mal faire, et camoufler par la suite, parce que forcément c'est pas bien. En revanche, on ne peut pas être ignorant en tout. C'est vrai qu'à force d'étaler son ignorance et de demander de l'aide, ça peut ne pas être bien vu et ça peut ne pas être une bonne chose en soi. Il faut quand même faire la distinction entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et du coup, cette notion de vulnérabilité qui concerne autant les dirigeants que les autres collaborateurs, pour moi, personnellement, je suis un grand adepte et convaincu que la vulnérabilité peut être une force, en fait. C'est montrer qu'on ne maîtrise pas tout. Il n'y a pas pire que la surconfiance, en fait. Et plus on est dans la surconfiance, et manifestement, les gens sont intelligents, ils voient que régulièrement on se trompe, moins ça va être rassurant, plus ça va être inquiétant. Quelqu'un qui dit « t'inquiète pas, je maîtrise », alors que manifestement on voit que ce n'est pas le cas, c'est terrible. On n'a qu'une seule envie, c'est de sauter du bateau, quoi. Donc, oui, c'est important de le reconnaître, mais c'est aussi important de l'appliquer à tout le monde. C'est pas je suis le seul à pouvoir ne pas savoir et chacun des collaborateurs doit être dans la maîtrise totale et ne pas pouvoir avouer avouer une insuffisance ou demander de l'aide. Donc, c'est tout un état d'esprit. Et quand on arrive à cette culture d'entreprise, c'est une vraie force. Mais ce n'est pas le cas. Alors, pour l'anecdote, je me souviens d'un dirigeant, en fait, il avait racheté une entreprise où il avait, à ce moment-là, à peu près 120 salariés, et il avait une partie qui ne comprenait pas du tout. Il y avait un misfit culturel énorme. Et en interviewant, en fait, un jour, ses collaborateurs, on était au niveau vice-président, il y a un des deux qui finalement a fini par cracher le morceau. Il m'a dit, mais c'est pas un patron, lui. T'as vu la bagnole qu'il a? Bon, très bien, ça en dit beaucoup. Il y a encore cette attente de stature, de posture, en fait, mais qui n'est pas dans l'être, qui n'est pas dans la façon de fonctionner. Donc, bien sûr, ça existe. Je comprends ton inquiétude, Alain, parce que on est jugé parfois par rapport à des choses qui ne sont pas forcément les plus pertinentes pour l'entreprise. Mais personnellement, je recommanderais, dans la mesure du possible, d'être plutôt dans la vulnérabilité, bien montrer là où on est bon et ses qualités et ses forces, mais aussi reconnaître là où on est moins bon et demander de l'aide. Merci Joe. Encore une question? Tout est clair, c'est formidable.
Arnaud, bonjour Joe. Oui, Arnaud. Juste par rapport à, je pense qu'on a déjà un peu traité le point, mais ce que j'ai moi aperçu, c'est que bon, surtout dans une situation où on a beaucoup d'incertitudes, on voit certaines entreprises, là, pour parler du début de la crise, qui commencent à fermer leurs bureaux, d'autres non. On a d'habitude, quand on prend une décision, en général, style de management, on essaie de l'expliquer, on s'appuie sur des faits, sur des éléments rationnels, on essaie de faire comprendre aux équipes pourquoi on prend une décision et comment on la prend et où on cherche à les emmener. Dans une situation de crise comme ça, effectivement, on n'a pas tous ces ressorts-là puisqu'on ne sait pas. On a beaucoup d'incertitudes. On navigue à vue. C'est très difficile de rattacher les décisions qu'on peut être amené à prendre à des faits, à des arguments rationnels et logiques, etc. Mais plutôt à des arguments de protection ou de repli ou de ce genre de… Donc en fait, je ne sais pas si tu peux un peu élaborer là-dessus, de mon expérience, c'est effectivement… Il y a un challenge pour le manager, pour le leader, de ne pas expliquer en fait son process, son thinking process de la même manière en temps de crise qu'en temps normal, parce que lui-même, du fait de toutes les incertitudes auxquelles il fait face, pour expliquer les décisions qu'il a amené à prendre. Et là, il y a une difficulté supplémentaire, je trouve, pour le leader en ce temps-là. Alors, merci, ça m'introduit un peu la transition par rapport à la suite. Il y a deux grands types deux grands modèles de management, on va dire. Si on est dans le top-down, où c'est plutôt un décideur ou un petit groupe de décideurs qui vont décider pour l'ensemble de l'entreprise, on va passer du temps, il y a un petit moment qui est la prise de décision elle-même, et là je suppose que c'est des décisions qui sont bien prises, donc de bonnes décisions. En principe, je ne remets pas je remets pas en question en fait la qualité de la décision, mais par la suite, il faudra passer beaucoup de temps pour aller convaincre les autres de faire. Et quand on n'a pas toute l'argumentation et qu'on est soi-même pas tout à fait sûr que c'est la seule bonne façon de faire, mais c'est une des façons et on pense que c'est la meilleure dans le contexte, on va la tester et voir. C'est très compliqué parce que ça va prendre beaucoup plus de temps à convaincre quand on est soi-même pas nécessairement convaincu, mais on pense que c'est la moins pire des solutions à prendre. La défendre et convaincre les autres que c'est la bonne, c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, c'est là où on voit que quand la prise de décision, elle est elle-même participative, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre une décision avant d'aller prêcher et de convaincre les autres pour la vendre, mais qu'on fait contribuer les autres à faire émerger une décision qui elle-même est peut-être la moins pire si elle n'est pas forcément bonne et la seule bonne. Du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a désamorcé tous les contre-arguments et on n'est pas dans un processus de vendre ou de convaincre, on est plus dans un processus où on va dire on va tenter, si chacun met le meilleur de lui-même ou d'elle-même pour qu'on teste cette solution, on va voir ce que ça donne. Et si ça ne donne pas les résultats attendus, on va être super réactif et agile pour corriger avant qu'il ne soit trop tard. On est dans une méthode agile, on est dans une méthode plus participative et ne pas se tromper en fait. Je ne dis pas que c'est les autres qui doivent décider, c'est le leader qui décide, mais décider quand les autres, en gros, au lieu de les convaincre, il faut les laisser se convaincre en partageant avec eux les données, les informations et les arguments. Et la logique, quand on est dans le bon sens et l'intelligence collective, va faire émerger probablement des décisions de meilleure qualité que quand on est tout seul et impliquer les gens qui ont participé à la prise de décision ou en tout cas à la réflexion. En général, ça génère deux choses. La première, c'est que tous les défis ou les challenges sont mis sur le tapis. Pour la plupart, on va les prendre au sérieux, mais les écarter parce qu'on va les traiter. Pour certains, ils sont probablement pas tout à fait pertinents, mais ils vont être désamorcés beaucoup plus vite. Mais ça va aussi susciter quelque part de l'admiration vis-à-vis des dirigeants qui vont avoir le courage de prendre ces décisions et de dire « j'assume ». Parce que ça, les autres, dans cette période de grande incertitude, en fait, chacun des collaborateurs était probablement incapable d'assumer ces décisions seuls. Mais
une décision assumée collectivement est beaucoup plus puissante. Joe, c'est Bruno. Je voulais ajouter un point. Je trouve que d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur la décision, le processus de décision, l'implication des équipes dans les décisions et l'explication. Je pense que dans une situation difficile comme celle qu'on traverse aujourd'hui, ce qui finalement est le ciment des équipes, c'est le purpose, la raison pour laquelle on est ensemble dans la même entreprise, et que finalement sans le purpose, on va nulle part. C'est-à-dire que les décisions sont mal comprises si on n'adhère pas à la vision, on va dire, de l'entreprise. Et par contre, au contraire, si les équipes sont toutes impliquées et suivent la même vision, c'est beaucoup plus facile. Et on est le 2 juin aujourd'hui. Dans 4 jours, il y a 76 ans, c'était le débarquement de Normandie. Je trouve que c'est une bonne métaphore. Parce qu'en fait, les quelques dizaines ou centaines de milliers d'alliés qui débarquaient en Normandie, ils ont tous décidé de débarquer parce qu'ils avaient le même purpose, c'était freedom, la liberté. La décision clé de débarquer, ils l'ont prise ensemble finalement, puisqu'ils ont été envoyés des États-Unis en Grande-Bretagne par exemple. La décision du jour du débarquement, c'est le commandement qu'il a prise. L'exécution était une catastrophe parce qu'il faisait mauvais temps et que les parachutistes sont tombés à côté d'où ils devaient tomber. Mais l'exécution était formidable parce que la capacité, l'agilité des équipes qui suivaient tous le même purpose a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chacun leur niveau, ils ont pris des initiatives et ils ont pris les décisions qui font que finalement ce débarquement s'est bien passé et qu'après 24 heures, les plages étaient prises. Donc, bon, c'est peut-être un peu historique. En plus, je ne me considère pas un expert, mais je trouve que c'est une bonne métaphore de le besoin de purpose dans une situation très difficile, le besoin d'un décideur pour décider du jour du débarquement, et la capacité des équipes à prendre leurs décisions à l'intérieur du purpose pour mettre un terme, pour réaliser quelque chose qui finalement était pratiquement impossible. Voilà, donc merci Bruno pour ce partage. Effectivement, je n'ai pas participé au débarquement, non. Oui. On pouvait s'en douter un petit peu. Donc, mais merci pour ce partage. Il y a quand même, selon moi, quelques différences. Il y a des points qui sont très bons à prendre. C'est que, bien sûr, quand on a cet engagement autour d'une cause et le sens qu'on donne à ce qu'on fait, c'est super puissant. Donc, on ne connaît pas de meilleure drogue, on va dire, pour engager les salariés à aller plus loin et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est indispensable. En revanche, en matière d'exécution, il me semble qu'aujourd'hui, ça dépend encore des entreprises et du contexte. Tous ceux qui utilisent des métaphores du monde militaire ou de la guerre, bon, ils ont leur place, bien sûr, comme les métaphores du chef d'orchestre que j'ai utilisé pendant longtemps et que je continue à utiliser. La différence entre les militaires et les chefs d'orchestre en matière de leader par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'un chef d'orchestre, quand il a son orchestre, chacun des musiciens, chacun a sa partition. En gros, chacun sait exactement ce qu'il doit jouer à quel moment. Dans les opérations militaires, quand elles sont bien faites et bien planifiées, on est quasiment dans le même monde. C'est-à-dire chacun a exactement sa partition, ça se déroule d'une façon harmonieuse et synchrone, il y a un rythme, il y a une séquence, il y a une façon de faire, plus ou moins maîtrisée, mais pendant un bon moment de l'exécution, chacun sait ce qu'il a à faire. Dans un monde aujourd'hui qui est un peu plus volatile et agile, on peut supposer et compter sur le fait que, au niveau de l'exécution et des salariés, il y a encore plein de marges de manœuvre possibles où on peut leur donner de la liberté, et chacun au départ ne connaît pas forcément sa partition. Ça donne un autre niveau de complexité. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc, pour une bonne partie des entreprises, ce que tu dis est tout à fait vrai. Il faut un décideur qui déclenche le plan et l'opération se déroule parce qu'on connaît sa partition. Mais pour d'autres, on a une improvisation, une adaptation qui se fait
d'une façon beaucoup plus itérative et beaucoup plus participative. Et du coup, le modèle que je vais vous proposer comme modèle de leadership qui s'appelle Trust and Track Leadership, qui m'est personnellement assez cher et que d'ailleurs Bruno, tu connais bien aussi, donc j'ai rien à t'apprendre, permet par le partage d'infos et l'implication des gens autour de ce sens d'aller beaucoup plus loin et d'une façon beaucoup plus agile et adaptée. Une question ou on passe à la suite? On passe à la suite. Juste une petite question, Joe, enfin, une observation, mais ce que tu vas dire va être très intéressant, parce que c'est vrai que ce qu'on comprend, c'est que le management change quand même en fonction des contextes et des personnes que tu as en face de toi. C'est vrai que la règle, plutôt en temps de crise, c'est de favoriser le management directionnel, parce que c'est vrai que le management collaboratif prend du temps et on peut se retrouver face à une indécision finalement, alors qu'on est dans un contexte où il faut aller assez vite. Alors, tu as tout à fait raison. Et c'est bien pour ça que la tendance naturelle, c'est de se retrancher et prendre le contrôle pour commander soi-même. Mais si les décisions sont centralisées, ça donne une lenteur dans les prises de décision si on a besoin de données qui remontent du terrain, qui fait que ce n'est pas du tout adapté pour l'agilité en période de crise. Donc du coup, personnellement, je dirais, le comportement ou la réaction individuelle du leader, c'est de dire « je reprends le contrôle ». Mais si je reprends le contrôle et je suis loin du terrain, je n'ai pas toutes les informations et l'intelligence du terrain. Et du coup, ça ralentit le processus de décision ou ça fait prendre des décisions décalées par rapport au terrain. C'est terrible pour ceux qui sont dans cette configuration-là. Et la raison, c'est que je ne peux pas laisser les gens du terrain, on va dire, prendre des décisions parce que je ne leur fais pas suffisamment confiance, parce qu'on n'a pas prouvé qu'ils étaient capables, chacun, de prendre les bonnes décisions sans passer par une validation centrale. Et du coup, plus on a cette notion d'autonomie, d'alignement sur les valeurs et la capacité de prendre des décisions de façon, je dirais, distribuée, distale, okay, plus l'entreprise va être agile, plus elle va pouvoir remonter et faire face à la crise rapidement et facilement. Plus on est dans la centralisation, plus on est dans la reprise du pouvoir, plus on va perdre du temps à remonter l'info, la digérer correctement, expliquer à chacun ce qu'ils ont à faire, et si c'est bien exécuté, espérer avoir le résultat. Donc dans mon article, j'ai passé un lien là-dessus, je pense que les entreprises qui ont cette capacité de faire confiance et d'aligner autour des valeurs avec ce système de Trust and Track Leadership, c'est un vrai avantage concurrentiel parce qu'on va prendre de meilleures décisions et les exécuter beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Je passe à la suite. Trust and Track. Merci, Joe. Donc, du coup, c'est quoi ce fameux Trust and Track Leadership? Alors, le mot ne dit pas grand-chose. C'est très difficile de le traduire en français, mais l'appellation, on la doit à quelqu'un que certains d'entre vous connaissent même, que je connais bien, Nick Sarillo, qui est un entrepreneur dans la région de Chicago. Et c'est lui qui a décrit cette façon de faire, où dans ses 3 restaurants, où il avait plus de 250 salariés, la plupart, on est bien dans le monde de la restauration, donc des serveurs, des cuisiniers, des pizzaiolos, des personnels de l'accueil. Et la première question qu'il pose, en fait, il dit combien vous êtes capable de faire confiance à des jeunes ados qui ont en gros 17, 18 ou 22 ans, qui est la moyenne d'âge du personnel qui travaille dans la restauration. Et la réponse, c'est forcément, ça dépend pourquoi et comment. Et lui, sa réponse, c'est dans mes restaurants, en fait, en gros, je fais confiance à tout le monde. Et comme son père venait de la restauration, il lui a toujours dit mon fils, on ne peut pas avoir qu'un seul restaurant. Il dit ah bon, pourquoi on ne peut pas ouvrir un deuxième? Et la réponse du papa, c'était non, tu ne veux pas avoir de restaurant parce que tu ne peux être présent que dans l'un des deux. Et là où tu n'es pas, il y a évidemment quelqu'un en train de te voler. Donc, c'est juste pas possible. Et Nick qui a donc inventé cette appellation, mais mis en place et vécu en fait tout ce concept du Trust and Track Leadership. Il dit que dans ces 3 restaurants, aucun des 3 restaurants n'a de caméra de surveillance parce qu'il a ses 250 salariés qui sont autant de caméras de surveillance les uns par rapport aux autres, tellement ils sont engagés, bienveillants
est convaincu du bien-être de tous. Donc, je vous invite, vous aurez avec la présentation une vidéo de, ça c'est une interview d'un workshop que j'avais organisé avec Nick à New York, j'en ai fait un autre à Paris. Les détails de la méthode, finalement, c'est quoi? Alors, lui a confronté Trust and Track par rapport à cette notion de top-down, command and control. Et pour Nick comme pour d'autres, ils disent que le command and control, ça marche plus. En tout cas, si ça marche encore, ça va pas marcher pendant longtemps parce que on a toute une génération qui ne souhaite plus, qui ne veut plus, en gros, tais-toi et marche, sans trop poser de questions. Ce n'est plus suffisant. Et donc, comment faire? Parce que le Trust and Track, dans le monde, on peut penser parfois, tiens, c'est le monde des bisounours, comment on peut faire? En fait, Trust and Track, c'est pas Trust and Hope. Donc, ne pas du tout confondre. C'est pas, oui, je fais confiance et j'espère que tout va bien se passer. Pas du tout, parce que dans Trust and Track, il y a Trust d'un côté. Bien sûr, il faut faire confiance. On va voir comment on peut faire confiance et comment la confiance se construit. Et d'un autre côté, il faut faire ce tracking, le tracking qui est un système de suivi. Et là, c'est vraiment important de faire cette distinction. Parce qu'un système de suivi, ce qu'on appelle un monitoring, c'est pas du tout la vérification qu'on fait a posteriori, qui, elle, est du contrôle. Là, on revient dans le contrôle. Le suivi, le monitoring, c'est des indicateurs qui sont présents quasiment en temps réel pour que tout le monde puisse voir le résultat dans un but de prendre des décisions le plus rapidement possible pour corriger et changer les choses avant que le résultat final ne soit produit. Parce qu'une fois que l'on a le résultat final, c'est terminé. Donc, en gros, dans la vérification, on fait une mesure a posteriori. Une fois que le résultat est fini, produit, on mesure, on vérifie et on voit ce que ça a donné. Dans le monitoring, on est dans le temps réel, c'est-à-dire on est en train de mesurer pendant que les choses sont en train encore de se faire et avant que le résultat ne soit final. Du coup, ça permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard et de modifier, en fait, d'impacter le résultat final. Alors, bien sûr, quand on est dans la vérification a posteriori, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pas grand-chose. On peut se sentir mal, se blâmer, punir, taper sur la tête des autres, éventuellement désigner des coupables, mais on n'a que ses yeux pour pleurer quand le résultat est vraiment catastrophique, parce qu'on ne peut plus rien faire. Alors que quand on est en amont, pendant que les choses sont encore en train de se produire, on peut décider, prendre des mesures correctives et éventuellement impacter le résultat final. Pour vous donner juste un exemple, illustrer la différence entre les deux, quand on conduit ou quand on pilote un avion, on a plein d'instruments qui donnent plein d'indicateurs. Alors, il y a une bonne partie de ces indicateurs qui sont du monitoring en temps réel. On sait exactement ce qui se passe pendant qu'on est en train de piloter ou de conduire. Mais on a certaines données qui ne sont pas nécessairement affichées. En tout cas, pas pour tout le monde, ça n'a pas été tout le temps. Je prends comme exemple, si vous voulez, si vous faites par exemple un Paris-Lyon en voiture et vous voulez mesurer votre consommation d'essence. La façon traditionnelle, si on fait une vérification, on va faire le trajet, on sait quel est le nombre de kilomètres, on refait le plein à l'arrivée à Lyon, après on va diviser le nombre de litres par le nombre de kilomètres et on peut calculer sa consommation. Si on le fait à chaque fois, on peut savoir par rapport à un trajet ou à un autre, si cette fois-ci j'ai consommé plus ou moins que le trajet d'avant. Et en général, quand on a cette info, ben, c'est trop tard. On sait juste qu'on a consommé plus ou moins que le trajet précédent. En revanche, les voitures, en fait, les constructeurs automobiles ont intégré, et pour ceux qui conduisent, du coup, vous avez vu, il y a sur le tableau de bord maintenant un indicateur qui vous dit exactement, quand vous appuyez sur l'accélérateur, quel est le niveau de consommation en temps réel. Et du coup, ça permet de moduler sa façon de conduire pour optimiser, si c'est ça qu'on veut, la consommation pour un trajet. Cette nouvelle donnée qu'on a affichée sur le tableau de bord, c'est exactement le type d'information dans le tracking system, le monitoring du Trust and Track Leadership, qui serait nécessaire et utile pour que chacun des collaborateurs ou l'ensemble des salariés puisse voir en temps réel quel est notre niveau actuel de consommation, qu'est-ce que ça va donner et si on peut éventuellement agir et la moduler avant qu'on soit arrivé à destination. Du coup, premier point, comment créer ce climat de confiance? Alors pour créer le climat de confiance,
on commence toujours, tous, on est dans notre zone de confort. Dans des périodes difficiles ou de surcharge de travail, ben bien sûr, on demande à chacun d'aller au-delà, c'est ce qu'on appelle la stretch zone, une zone d'extension au-delà de sa zone de confort pour aller tester et travailler dans de nouvelles conditions. Ça se fait en général dans l'effort, on va dire. C'est un peu plus difficile de le faire que de rester tranquillement dans son transat, dans sa zone de confort. Mais évidemment, il peut arriver qu'on bascule vite dans ce qu'on appelle une zone de panique. C'est à force de pousser, poum, à un moment donné, on décompense et on tombe en zone de panique. Et là, le réflexe humain, quand on est en zone de panique, on a besoin d'aller se réfugier quelque part. En général, le refuge, c'est la maison, entre guillemets, et la maison est en dehors de l'entreprise. Du coup, quelqu'un qui est passé dans ce mode panique va probablement être perdu pour l'entreprise, se désengager et éventuellement perdre confiance, en tout cas ne plus s'engager dans son travail comme avant. Ce qui est recommandé, c'est de créer un espace de sécurité, Nick l'appelle le safe space, qui est à l'intérieur de l'entreprise et qui permettrait pour ceux qui basculeraient en mode panique de trouver ce fameux refuge à l'intérieur de l'entreprise. C'est là où on n'a pas peur d'avoir fait des erreurs, c'est là où on n'a pas peur de dire je ne sais pas, c'est là où on n'a pas peur de se faire punir parce que on n'a pas obtenu le résultat qu'on attendait. Et du coup, au lieu de se réfugier à l'extérieur, ce safe space qu'il faut savoir construire, alors bien sûr, c'est un espace virtuel, c'est pas un lieu, c'est un espace virtuel qui permet à chacun, quand on est en difficulté, quand on est dans le doute, quand on passe en mode panique, d'avoir l'écoute, le soutien, un mélange à la fois de compassion, mais aussi de plan d'action pour dire, ben voilà, si tu es dans telle situation, voilà ce qu'il faudrait faire pour en sortir, et voilà comment on va faire ensemble pour qu'on ne décompense pas. L'autre pilier pour la confiance, là je passe assez rapidement, parce que la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on doit faire plus confiance aux autres? Et la réponse, c'est non, pas vraiment. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont dignes de confiance, bien sûr, il faut faire plus confiance, mais il ne faut pas se tromper, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, et les personnes qui ne sont pas dignes de confiance, il ne faut surtout pas leur faire confiance. Donc faire la part des choses est beaucoup plus important que faire plus confiance. Et du coup, ne pas oublier aussi que la confiance est contextuelle. Je peux faire confiance à mon plombier pour venir réparer la tuyauterie, mais je ne vais pas faire confiance à cette même personne pour éventuellement soigner ma grand-mère. Donc, chacun dans son contexte, on peut faire confiance ou pas. Ne pas oublier que la méfiance, c'est-à-dire l'absence de confiance, est quelque chose qui peut être extrêmement coûteux. Si on est dans la méfiance permanente, on va louper tellement d'opportunités, on va dépenser tellement d'énergie pour essayer de se protéger parce qu'on est dans le doute, que c'est extrêmement destructeur de valeur. Alors, comment être digne de confiance? Puisque la confiance est quelque chose de réciproque, il y a une espèce de mimétisme, je dirais, dans la confiance. On ne peut pas dire aux autres « faites-moi confiance » si je ne fais pas confiance aux autres. Et si je veux qu'on me fasse confiance, il faut que je sois moi-même digne de confiance. Donc, les quelques critères que j'ai essayé de rassembler pour exprimer ou contextualiser en fait comment on peut être digne de confiance. D'abord, on est digne de confiance quand on partage les mêmes valeurs et la même intégrité que les autres. C'est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui fonctionne selon les mêmes codes moraux que nous-mêmes d'avoir confiance en eux. Donc, on inspire plus confiance quand on partage ces mêmes valeurs. On est digne de confiance quand on montre sa capacité à prendre des bonnes décisions. Bien sûr, quelqu'un qui ne sait pas prendre les bonnes décisions, on va avoir beaucoup de mal à leur faire confiance. Le troisième point, c'est que les bonnes décisions, c'est bien, mais encore faut-il qu'on soit fiable. C'est-à-dire quelqu'un qui prend 9 fois sur 10 une bonne décision, mais qui, une fois sur 10, va déconner complètement et péter un câble et faire n'importe quoi, ça va être plus compliqué de leur faire confiance, alors que quand on est plutôt cohérent et fiable d'une façon répétitive et dans la durée, on va inspirer confiance. Et finalement, instaurer ce que j'appelle un cadre intime et se montrer vulnérable, ça va beaucoup plus inspirer confiance. C'est-à-dire avouer quand on sait ou quand on ne sait pas va être plus
je veux dire, un facteur d'inspirer confiance que de prétendre tout savoir et d'être en surconfiance permanente vis-à-vis de ce qu'on sait faire. Et le cadre intime, c'est plus la confiance dans le sens de savoir aussi garder un secret, savoir utiliser ou manipuler des informations qui pourraient être considérées comme délicates ou sensibles. Donc, quand on a ce cadre intime avec les autres, on est plus digne de confiance et du coup, on peut se voir plus confier des informations délicates, des décisions sensibles ou compliquées. Là encore, si ça vous inspire, on a O'Neill qui a fait un TED Talk bien plus détaillé sur le sujet, mais toute cette question qui tourne autour de la vulnérabilité, qui renforce la confiance, mais qui n'est pas en soi à prendre comme un signe de faiblesse en fait, ou un élément de faiblesse selon moi. Donc pour résumer, si je reprends les 3 piliers du Trust and Track Leadership, le premier, c'est d'instaurer ce climat de confiance. En gros, recruter en fonction des valeurs. Plus on a des salariés qui sont alignés avec les valeurs de l'entreprise, plus ces salariés vont pouvoir prendre les bonnes décisions ou faire ce qu'ils sont supposés faire, on va dire, pratiquement sans même qu'on leur demande. Leur donner de l'autonomie parce que ça donne de l'agilité. Et l'autonomie, 1, ça motive, 2, ça engage et ça permet d'être plus réactif sur le terrain et être soi-même digne de confiance, c'est-à-dire pour construire ce climat de confiance, il faut soi-même montrer qu'on mérite la confiance que les autres ont en nous et bien sûr leur donner la même confiance réciproquement. Le deuxième, c'est pas le plus simple, mais c'est, je dirais, le plus opérationnel. C'est mettre un système de suivi, un système de tracking, de monitoring dans l'entreprise. Donc, savoir intelligemment mettre des indicateurs qui vont montrer en temps réel les informations pertinentes pour le moment, en fait, et le plus proche, je dirais, de la production en temps réel. À l'évidence, ce système devrait être partagé par tous, ou en tout cas par le maximum de personnes possible, et faire appel à l'intelligence collective, c'est-à-dire inviter chacun, à chaque fois qu'ils ou elles vont voir quelque chose qui ne va pas ou qui ne correspond pas, ou avoir des idées pour améliorer éventuellement la performance, de pouvoir l'exprimer et donner la place à cette intelligence collective, c'est-à-dire avoir à la fois de l'écoute et un lieu de mise en commun, des suggestions, des décisions, des remarques et éventuellement des critiques. Et finalement, créer cet espace de sécurité, c'est-à-dire avoir dans la culture de l'entreprise, mais aussi un processus qui soit lui-même bienveillant, donner du feedback que Nick appelle aussi du coaching dans l'action, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit quelqu'un en train de faire quelque chose, pas de la façon idéale, d'avoir à la fois je dirais, la légitimité, l'autorisation, mais aussi faire l'effort d'aller les voir en disant tiens, si tu fais ça, voilà ce que ça va donner comme résultat, laisse-moi te montrer. Et le feedback et le coaching qui se fait en temps réel dans l'action va faire qu'en permanence, on est en train de rattraper les erreurs avant que le résultat final ne soit produit et de augmenter l'engagement, la motivation par l'apprentissage, parce que plus les autres vont maîtriser ce qu'ils font, plus ils vont comprendre qu'est-ce qui est bon à faire et comment on peut l'améliorer, plus ils vont s'engager et plus on va avoir de meilleurs résultats. Et dans cette période de crise où tous les paramètres qu'on a vus sont amenés à changer ou varier d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, on va avoir une adaptabilité de l'entreprise, une intelligence collective et un plan d'action qui vont permettre de sortir, à mon sens, beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans la reprise. Et voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce que c'était clair? C'était très... Moi, j'avais une petite question, Joe, encore, Oui. si je peux, justement sur l'intelligence collective. Je vais vous prendre une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Nous, au cabinet, on va lancer une saison de vidéos. Oui. Des vidéos un peu combinées pour ceux qui connaissent. Et donc, pour travailler sur les thématiques, j'ai mis à contribution, j'ai dit à mes collaborateurs qu'on faisait un petit visio
voilà, pour que je leur présente le projet et pour qu'ils puissent nous aider à trouver des thématiques à aborder pendant les vidéos. Et je voulais savoir si tu avais, Joe, des petites astuces pour éviter les velléités de critique tout de suite. Par exemple, pour donner des exemples, j'ai repris des exemples de confrères ou de consoeurs qui avaient fait ça. Alors tout de suite, ah ouais, mais j'aime pas du tout comment elle parle. Ah ouais, mais là, sa caméra, elle est mal cadrée. C'est vachement difficile quand vous avez travaillé sur un projet, que vous le portez, que vous êtes convaincu, que vous vous dites, bon, bah, je vais faire travailler l'intelligence collective, et que les premières réactions, elles ne sont pas forcément positives. Oui. Alors, je pourrais faire une session dédiée au feedback. Ça Ah ben, complètement. Parce que, en fait, alors là, on parle de feedback parce qu'il y a l'intelligence collective qui est dans la créativité, mais là, on est dans la réactivité. Je veux dire, on a proposé quelque chose et les gens commentent. Donc, dans le principe du feedback, déjà, un feedback n'est utile que quand il est quelque part explicité, documenté et constructif. Sinon, c'est une critique. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que c'est un feedback. Un feedback, quand on dit à quelqu'un « Ah oui, c'est super », ça fait plaisir, mais ce n'est pas un feedback parce que c'est inutile, on ne sait pas ce qui était super. Comme quand on dit « Ah non, mais ça c'est nul », ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas un feedback non plus. Ce qui est utile, c'est de dire « Voilà ce que je trouve bien et voilà pourquoi ». Voilà ce que je trouve moins bien et voilà pourquoi. Et ma suggestion, c'est que si on avait à le faire, on le fasse de telle façon. Là, on est dans le vrai feedback constructif. C'est toute une pratique, c'est toute une formation, c'est toute une éducation à un formatage d'esprit. Et on parle aujourd'hui de leadership, mais ce n'est pas quelque chose qu'on actionne du jour au lendemain. On dit, tiens, je vais acheter un peu de leadership pour que ça marche dès demain et on va pouvoir fonctionner comme une entreprise formidable parce qu'on l'a énoncé. C'est toute une construction. Moi, je suis hyper admiratif des entrepreneurs et des leaders qui ont mis quasiment leur vie à construire des entreprises qui fonctionnent de cette façon-là. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on y arrive, malheureusement. Maintenant, je ne veux pas me donner de critiques par rapport à tes collaborateurs, Alain. Je sais que c'est aussi une gymnastique, une pratique, une éducation. On est habitué à donner un avis et sans généraliser, mais parfois c'est bien de critiquer et c'est presque un sport national d'être dans la critique et dans la critique gratuite. Alors qu'un feedback constructif, ça passe par toute une autre démarche. Oui, c'est peut-être, de ce que je comprends, Joe, c'est peut-être d'annoncer les règles du jeu au début de la réunion, peut-être. Bien sûr, et pas qu'au début de la réunion, la règle du jeu dans la vie d'entreprise, point. C'est chacun est bienvenu à donner son avis, mais un avis bienveillant, constructif, documenté, utile, quoi. J'ai vu Claude qui s'agisse parce que c'est sa spécialité. Non, mais quand je regardais ton slide là avec confiance, suivi et le dernier espace de sécurité, je dis aussi ça va être très réciproque tout ça. C'est-à-dire là tu présentes comme étant des attributs du leader, mais je pense que il faut que chaque employé, et je pensais notamment au moment du recrutement, quand tu es sur le système de valeurs, je pense que c'est vrai bien sûr pour la personne qui recrute, mais pour la personne qui recherche du boulot, bien chercher cette harmonie de système de valeurs, c'est important. La même chose pour le feedback, je pense, mon sentiment, c'est qu'un bon feedback, en plus s'il est réciproque, c'est-à-dire que si le leader donne l'opportunité à l'employé de donner son feedback, c'est très important. Et le dernier commentaire que je voulais faire, c'est que je pense que toutes ces choses, ça doit d'une certaine manière imprégner pendant l'éducation, et peut-être éventuellement à l'INSEAD, tous les étudiants, pour qu'ils rentrent aussi dans cette logique. Ils ne vont pas être des acteurs passifs par rapport aux leaders, ils seront des leaders potentiellement, mais avant qu'ils soient leaders, pas être des acteurs passifs sur ces trois dimensions. Ah ben, merci Claude d'avoir éclairci ce point. Ça, pour moi, c'est évident en fait, ça allait sans dire, ça ne peut être que réciproque. Et l'alignement par rapport aux valeurs, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, il est plus facile en fait
d'apprendre à quelqu'un un métier que de leur apprendre à sourire. Donc, du coup, on recrute sur les valeurs parce que c'est le fruit d'une éducation de 10, 15, 20, 30 ans. Et ça, c'est très difficile à changer. Du coup, très important de recruter d'abord sur les valeurs. Et pour reprendre l'exemple de Nick, parce qu'on lui doit quand même d'avoir pratiqué ça pendant très longtemps, quand quelqu'un venait pour prendre un job de serveur, même saisonnier, il leur présentait leur charte, les valeurs qui sont écrites dans un langage très très simple en fait. Voilà comment on fait chez nous. Il leur donne le papier, il leur demande de s'asseoir, de le digérer pendant 10 minutes et de revenir dire en gros si ça leur convient ou pas avant de passer au processus de recrutement lui-même. Et ce qui va encore plus loin que ça, c'est pas seulement recruter sur les valeurs, mais si on ne sait pas protéger les valeurs de l'entreprise et savoir faire partir des personnes qui sont en désalignement ou qui apparaîtraient en désalignement avec les valeurs plus tard, quelque part, pour une personne qui est désalignée avec les valeurs, c'est tous les autres en fait qui n'y croient plus. Donc pour protéger les autres et l'entreprise qui jouent, qui vivent selon ces valeurs, il faut savoir protéger ces valeurs à l'embauche et tout le long en fait, de la vie des collaborateurs dans l'entreprise. Donc ça c'est préalable. Et dans le système de feedback, ça ne marche pas si ce n'est pas réciproque. Il faut être autant ouvert aux suggestions, aux remarques, aux critiques, encore une fois, dans la mesure où elles sont bienveillantes et constructives, et vice-versa, tout le monde devrait être prêt, à l'écoute et capable de comprendre pourquoi je reçois ce feedback et qu'est-ce que je vais en faire. Christophe Baute, j'ai une petite question sur un autre sujet, donc sur le système de suivi, parce qu'il n'est pas toujours simple de faire un monitoring intermédiaire, c'est l'idéal pour anticiper et prendre les choses en main. Justement, l'exemple de Nick Sario, parce que dans la restauration, c'est quoi le type de monitoring intermédiaire qu'il a pu mettre en place? Est-ce que tu sais ça? Ah, ben ça, c'est encore un énorme chapitre. C'est fascinant, en fait, parce que Nick a une université, en fait. Elle s'appelle d'ailleurs Nick's University. Et ils font des formations, c'est extraordinaire pour un job qu'on considérait un peu comme pas très stratégique ou une entreprise pas très, très sophistiquée qui est la restauration. C'est une vraie école. Ça paraît invraisemblable, mais Nick pratique aussi quelque chose qui s'appelle le Open Book Management, documenté dans un livre qui s'appelle The Great Game of Business, datant des années 80, hein, c'est pas nouveau. Et chez Nick, ils ont un tableau blanc dans la salle du staff où il y a tout le PNL, le compte d'exploitation de l'entreprise, qui commence par toutes les lignes du chiffre d'affaires généré, donc les consommations dans les restaurants, mais aussi les événements spéciaux, les fêtes et éventuellement les livraisons à domicile, et tous les centres de coûts, en fait toutes les lignes de coûts, c'est-à-dire les achats divers et variés, les coûts du personnel, de transport, etc. Et leur pratique, c'est que chacun des salariés comprend le compte d'exploitation, que le compte d'exploitation prévisionnel pour le mois, il est fait à la semaine, c'est-à-dire la première semaine, ils vont faire l'estimation pour la fin du mois. La deuxième semaine, ils vont corriger cette estimation pour la fin du même mois. Troisième semaine, pareil. Et chacun des salariés, pendant un trimestre ou 2 trimestres, va être responsable d'une ligne dans leur PNL. Pour dire, alors, comment on fait le tracking du coup? Dans leur salle, dans la cuisine, ils vont avoir un autre petit tableau blanc avec 2 colonnes, une en vert, une en rouge, qui va indiquer pour la semaine quels sont les fruits ou légumes qui sont plus chers ou moins chers que la moyenne habituelle du marché. Donc on va mettre tomates, carottes, laitue d'un côté, avocat de l'autre. Du coup, quand on fait la salade du chef, on va prendre plutôt un composant d'ingrédients qui sont moins chers que la moyenne habituelle du marché pour cette semaine, plutôt que des ingrédients qui sont plus chers. Ça paraît trivial, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont pensé intelligemment et l'ont fait de cette façon-là. Donc mettre dans un tableau indicateur
quel est le coût moyen de la laitue, de la tomate et de l'avocat cette semaine, ben c'est intelligent. Et ça fait partie de leur système de monitoring. Un deuxième, c'est leur caviste qui leur donne qu'est-ce qu'il a en stock ou moins en stock. Les vins qui sont plutôt parce qu'ils n'ont pas des caves très sophistiquées non plus, qu'est-ce qu'ils voudraient faire écouler de leur stock de vin. Information qui passe au serveur, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un demande, tiens, qu'est-ce que vous me recommandez comme vin avec ma pizza, ben, on va plutôt donner une recommandation qui correspond à une logique de faire tourner l'inventaire plutôt que une autre logique, ou plutôt que sans logique du tout. Donc, toutes ces petites astuces, c'est le personnel qui les a sorties. Et pour faire les remplissages en période de creux, leurs salariés ont pris l'initiative de poster sur leur propre Facebook, par exemple, des invitations pour que leurs amis viennent fêter leur anniversaire chez Nix. Donc, autant de démarches, en fait, qui sont, je dirais, c'est que du bon sens, mais il faut savoir les imaginer, les mettre en place et les faire vivre. Donc, c'est vraiment une intelligence d'entreprise, et cette intelligence collective a fait émerger des petites astuces comme celle-là. Une autre astuce, par exemple, c'était de contrôler les coûts d'essence pour les camionnettes. Alors là, c'était dans un autre exemple que Nick. Donc, sur une flotte de camionnettes de livraison, personne n'avait imaginé qu'on pouvait faire et combien d'économies sur l'essence. Et quand ils ont posé la question à chacun des livreurs, quand est-ce que tu fais le plein? Comme tout le monde, quand le voyant s'allume, je m'arrête à la première station-service, je fais le plein et j'envoie ma note en note de frais pour me faire rembourser. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire, tiens, pourquoi on ne fait pas le plein tous les mardis à la même station-service et avec notre dizaine de camions livreurs, on va éventuellement négocier les tarifs à la pompe. Et ils ont fait des économies de quelques dizaines de milliers d'euros sur l'achat d'essence alors que personne n'y avait pensé avant. Voilà l'idée de qu'est-ce qu'on peut éventuellement mesurer et monitorer si on voulait le faire en temps réel. Super, merci. Si je reprends l'histoire des légumes, c'est assez basique, mais moi je suis quelqu'un de très terre à terre. On peut parler d'entreprises extrêmement complexes et sophistiquées, mais parfois c'est bien de revenir aux choses de base. La plupart des restaurants vont calculer les coûts matières et regarder éventuellement les ratios, mais a posteriori. Et cette petite astuce de dire, je sais en fonction de la composition du menu, qu'est-ce que je vais mettre dans mes salades, mes pizzas et mes plats, en fonction de ce qui est disponible sur le moment, c'est ça l'astuce. Et ce que je vois maintenant en sortie de crise, c'est que si on regarde chaque entreprise, son écosystème, on va avoir au niveau de la supply chain, au niveau de la demande des clients, au niveau de la disponibilité de certains ingrédients, que ce soit de la matière première ou pour ceux qui font de la sous-traitance, la disponibilité du service, on va avoir une disponibilité différente qui peut varier d'une semaine à l'autre, des coûts qui peuvent varier d'une semaine à l'autre, des délais de transport, d'acheminement de marchandises qui peuvent varier d'une semaine à l'autre. Et si on prend chacun de ces paramètres, qu'on les additionne, ça a déjà assez de complexité. Mais si on peut mesurer... Il y a une dimension, Joe, qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, mais peut-être pour une prochaine fois, c'est la notion de l'impact positif du leadership. Et je pense que la période de cette crise va amener les leaders aussi à avoir des décisions stratégiques importantes et tout ce qui va avec pour orienter leurs décisions vers un impact positif. Certainement, on le retrouve dans le côté du sens. Je pense que ça sera un gros point de décision et de management de la sortie de crise également. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui passe qui est de l'ordre de la survie. On veut sauver l'entreprise et très vite, je pense que la question qui viendra après, c'est on va sauver l'entreprise pour qui et pour quoi faire avec. Pour ceux qui vont comprendre qu'on sauve l'entreprise parce que c'est mon lieu, mon lieu de vie professionnel et qui me permet de réaliser quelque chose qui correspond quelque part à une ambition, à un rêve que j'ai d'impacter le monde d'une certaine façon, oui,
ça donne du sens à pourquoi je vais sauver cette entreprise et qu'est-ce que je vais faire avec et dedans. Pour ceux qui vont très vite se rendre compte que finalement, l'effort qu'on nous demande de sauver l'entreprise, c'est juste pour enrichir le propriétaire ou les actionnaires, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller plus loin pour la suite. Et du coup, pourquoi on fait tout ça? Alors l'impact, bien sûr, en interne, d'abord parce que ça compte, mais l'impact aussi sur l'écosystème, l'environnement de l'entreprise au sens large du terme, ça fait partie de ce que les gens voudraient comprendre pour expliquer ou justifier l'effort qu'ils sont en train de faire ou qu'ils vont faire pour sauver l'entreprise. C'est bien ça, hein, Claude? Tout à fait. Et je dirais, ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est le système de suivi qui doit bien incorporer cette dimension également. Absolument. Absolument. Bon, je pense qu'on a la place encore pour une question ou un commentaire. Ou si vous avez un feedback, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui n'a pas plu? Le feedback, c'est que c'était très intéressant, très complet, très structuré et très inspirant. Merci, Basile. Voilà. Vivement les prochaines formations. Merci, c'est toujours ça, voilà, ça fait plaisir et c'est utile de comprendre en fait pourquoi ça l'a été. Feedback partagé également. Merci Joe. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas très réactif parce que je me permets, enfin je parle pour moi, de beaucoup réfléchir à tout ce que tu as présenté qui est extrêmement dense, inspirant, en essayant de contextualiser peut-être chacun d'entre nous avec ce moment très particulier qu'on est en train de traverser, à la fois de, entre guillemets, reprise, pas tout à fait, perspective, et encore tellement de choses floues que voilà, je pense que notre silence, ce qui peut sembler un peu une posture un peu atone de la part de tous les gens qui sont regroupés ce matin, c'est sans doute par rapport à cette mise en perspective qui est encore un peu vertigineuse pour certains d'entre nous. Oh, waouh! En tout cas, merci. Si ça fait réfléchir et dans la bonne direction, ben, c'est apprécié. Donc, merci encore pour ce feedback. Et chacun d'entre vous, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou envie de parler de sujets plus personnels, peut-être après l'avoir réfléchi ou digéré, vous savez comment me joindre. Je dois avoir mon email d'ailleurs sur les présentations dont vous aurez une copie. Et c'est avec grand plaisir si vous avez encore des questionnements, voire même des challenges que j'aurais pas vus, que je pourrais intégrer pour une prochaine fois. Bon, donc merci encore. Ah, je vois Anna. Oui, peut-être ouais, juste une toute petite suggestion. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit parce que je le partage complètement. Peut-être une suggestion. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec Dana. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations et je pense qu'il faut qu'on les digère et que chacun puisse voir comment il peut les mettre en perspective. Mais si tu avais, Joe, des exemples plus dans le domaine de la prestation intellectuelle ou de la prestation de service, c'est vrai qu'on a eu l'exemple de Nick sur la restauration ou sur l'exemple que tu as cité sur les chauffeurs-livreurs. J'ai 1 minute si tu as une question spécifique par rapport au métier. Non, simplement peut-être des anecdotes ou alors dans le public, si des gens partagent sur le monitoring, je pense que c'est peut-être le plus, en tout cas pour moi, le plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'en plus, ça ne fait pas forcément partie de la formation des avocats et des choses sur lesquelles on travaille. Mais voilà, sur ce monitoring, des exemples, des anecdotes, Alors, je vais te raconter. Alors, je vais partager un exemple qui montre à la fois comment on donne du sens à ce qu'on fait, mais que je vais copier en fait, parce que c'est un exemple que j'ai pris du livre de Simon Sinek sur le why, si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est très intéressant. Et l'histoire, c'est l'histoire de cette femme, pardon, là, son nom m'échappe, mais je devrais le connaître, parce que c'est une histoire fantastique, qui
dans la fin des années 90, sort de son maîtrise en finance et va travailler dans une société qui fait des recouvrements de dettes. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un centre d'appel qui appelle les gens qui n'ont pas payé leurs dettes et qui vont trouver un moyen de les faire payer. En général, en les menaçant, mettant de la pression pour essayer de recouvrer le maximum d'argent possible. Et du coup, elle a vu très vite qu'au bout de 6 mois, elle avait des personnes à côté d'elle qui faisaient comme elle, c'est-à-dire appeler les gens les mauvais payeurs, et que ça ne correspondait pas à leur éducation, que c'est des gens qui devenaient agressifs, insultants, voire malpolis. Elle dit, mais pourquoi en fait? Comment ça nous transforme alors qu'on vient d'un autre milieu, en fait, d'un autre monde? Ça ne nous ressemble pas. Et du coup, elle a quitté pour créer sa propre société. Et sa société, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement la même chose, de recouvrement de dettes. Sauf qu'elle a compris, elle a dit, pour moi, pour donner du sens à ce qu'on fait, je vais complètement changer de paradigme. Donc, mes collaborateurs ne vont plus être payés en pourcentage des montants qu'on va récupérer, parce que ça incite à des méthodes qui ne sont pas conformes, alignées avec mes propres valeurs. Mais je vais complètement changer de métrique. Les primes vont être payées en fonction des lettres de remerciement que les personnes qu'on appelle les mauvais payeurs vont nous envoyer pour nous remercier pour la façon dont on les a traités. Et sa croyance au départ, si on parle de modèles mentaux, c'était de dire un mauvais payeur, c'est pas un salaud, un mauvais payeur, c'est quelqu'un qui est en difficulté. Donc votre job, ce n'est pas de les menacer, mais de comprendre d'où vient leur problème et de les aider à mettre en place un système pour les aider à payer. Et du coup, alors que dans le premier cas, 9 sur 10 des personnes qu'ils appelaient vont mentir, essayer d'esquiver, de ne pas répondre au téléphone et surtout de ne pas payer, que 10% payés au final. Dans l'autre modèle, quand on est dans la compassion, l'écoute, etc., ils arrivaient à faire payer plutôt 9 sur 10, des plus petits montants. Mais 9 sur 10, donner quelque part leur histoire, raconter la vérité et payer des petits montants. Conclusion, la performance de son entreprise, 300% supérieure à la moyenne du secteur. La société a été revendue il y a 2 ans seulement, mais c'est un autre exemple pour dire finalement, si je fais participer mon équipe, je présente mes propres valeurs en disant je ne veux pas traiter les mauvais payeurs comme des salauds, mais comme des gens qui ont des difficultés. Et votre job, on va le repenser complètement différemment pour remettre de l'écoute et de la créativité pour les aider à trouver les moyens de payer un petit peu. C'est repenser complètement, on est dans un autre système. Et du coup, le système de suivi, de monitoring et voir les initiatives, c'était en permanence un challenge sur un partage de bonnes pratiques. Tiens, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que j'ai fait pour tel cas ou tel autre cas. Ils ont réinventé un métier alors qu'on était plutôt dans la menace et bien sûr derrière le contentieux. Ce qui n'empêche pas, d'après ce qu'elle dit en fait dans leur histoire, ils ont aussi un département contentieux et ils font des procès. En fait, tout le monde n'est pas super sympa, honnête et correct. Mais ils ont inversé les proportions entre les 80 ou 90% qui essayaient d'échapper à 90% qui étaient plutôt contents et payés d'une façon plus délibérée. J'en aurai d'autres pour toi aussi pour la prochaine fois, mais j'espère que ça t'inspire dans la façon de voir les choses, c'est-à-dire les valeurs d'abord, l'implication des gens, comment on peut faire pour inciter les gens à nous raconter leurs problèmes, parce qu'on est dans cette écoute, l'empathie et la créativité pour les aider à trouver les moyens de payer de petits montants avant d'aller au contentieux. Merci Joe, merci beaucoup. Bon, merci à tous, merci pour votre temps et un grand merci à l'association, un merci à Magali particulièrement qui était présente tout le temps et qui s'est occupée du bien fonctionnement de tout ça. Et je vous dis à une prochaine.